Une belle matinée d'été, qui se présentait distinctement des précédentes, le jeune Hugo, un petit garçon de 6 ans, s'éveilla avec le poids de l'univers sur ses épaules. La nuit précédente n'avait pas apporté un repos facile pour lui. Le fils cherchait des moyens de subsistance en mendiant, dans le but d'aider sa mère affaiblie. Cependant, son monde se désoriente en la découvrant dans une majestueuse demeure. Il avait connu une nuit de sommeil maigre, comme en témoignait l'effort visible de ses yeux pour s'ouvrir le lendemain matin. La raison en était que sa mère, Lucie, avait rechuté après un grave accident. Tout au long de la nuit, Hugo s'était levé à plusieurs reprises pour veiller sur elle, arrangeant son lit, essuyant la sueur de son front et recherchant les médicaments nécessaires. Lucie exprimait sa gratitude en disant « Merci, mon ange, tu es tout ce qui me reste ». Elle observait attentivement ses gestes de soin, lui lançant un regard triste. Ce matin-là, après une dernière recherche de médicaments à la maison, le fils, toujours luttant contre la fatigue et continuant à mendier, répondit avec la sincérité pure de son cœur. « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais veiller sur toi jusqu'à ce que tu sois en pleine forme. » Le gamin avait compris que la vieille comptait sur lui pour s'en sortir, alors il était en mission pour être le héros de la situation. La mère lâcha un « Merci, mon ange, tu es mon salut » tout en suivant chaque mouvement du gamin. Ses yeux, mélange de fatigue et de gratitude, étaient fixés sur le garçon. Dans une matinée ensoleillée, après avoir fouillé la maison à la recherche de médicaments, le garçon, encore à moitié endormi et mendiant quelques pièces, rendit les remerciements avec le cœur sur la langue. Lucie, dissimulant la douleur et l'inquiétude, faisait de son mieux pour paraître forte devant Hugo. Il était vraiment son seul ancrage. La figure paternelle d'Hugo est toujours restée un mystère pour le garçon. La femme, luttant pour cacher ses tourments, maintenait une façade de force devant son fils. Il représentait en effet tout le soutien qu'elle avait. Quant au père d'Hugo, son identité est toujours restée enveloppée de mystère pour le garçon. Le gamin n'avait jamais posé les yeux sur le vieux et n'abordait presque jamais le sujet de son père. Pour Hugo, leur affaire se limitait à lui et à la vieille, et c'était déjà assez difficile. Il pouvait à peine imaginer quelqu'un d'autre s'immisçant dans leur affaire. Dans l'esprit du gosse, son père était plus mystérieux qu'une soupe de lettres. Il évitait rarement d'aborder cette blessure, préférant s'accrocher au petit monde qu'il avait avec sa mère. C'était un peu comme un pacte entre eux, où personne d'autre n'avait besoin de fourrer son nez. Il y a environ 6 mois, il y a eu un bouleversement qui a secoué la vie de Lucie. Elle est revenue du supermarché avec ce dont elle avait besoin pour le dîner de Noël et a glissé sur les marches gelées de l'immeuble par une froide matinée d'hiver. Alors qu'elle tombait, les sacs d'épicerie se répandaient sur le sol, provoquant une fracture de la colonne lombaire. Elle était allongée sur le sol glacé, essayant de se lever, sans savoir que c'était impossible. Les gens passaient et ignoraient, pensant que c'était juste un idiot. Une dame généreuse qui habitait dans la région est intervenue environ 15 minutes après la tragique chute de Lucie la veille de Noël. Ça a dégénéré quand la réalité a frappé, et la personne a tout de suite appelé une ambulance. L'équipe médicale est intervenue rapidement, mais arrivée dans la zone des traumatismes, le diagnostic a été un coup au ventre pour Lucie. Le médecin, la regardant avec un mélange de tristesse et de compassion, a lâché « Désolé, mais ça va être un fauteuil roulant au moins pour les prochaines années. » Tu captes ? Lucie, contenue comme elle le pouvait, a posé une question un peu étouffée « Galore, il n'y a aucune possibilité de renverser la situation ?» Le médecin l'a regardée avec sérieux et empathie. Il est essentiel de ne pas perdre la foi, tu comprends ? Le médecin a envoyé la vérité, que je ne veux pas donner de fausses illusions sur une guérison miraculeuse. Tu peux comprendre ce que je dis ? Avec une voix un peu tremblante, Lucie retenait ses larmes et demandait « Galore, il n'y a aucune chance d'amélioration ?» Le médecin l'a regardée avec rigueur et détermination. Il est fondamental de ne pas perdre la foi, mon ami. Tu ne peux pas cesser de croire ? Il y a toujours une opportunité, une lueur au fond du tunnel. En Autriche, en Suisse et en Allemagne, il y a des hôpitaux de premier ordre spécialisés dans ce genre de problème. On pourrait y trouver un traitement de pointe pour ton cas. De plus, il existe des cliniques spécialisées dans notre capitale. Cependant, pour être honnête, une chirurgie de ce type est délicate et coûte cher. Les paroles du médecin ont allumé une lueur d'espoir dans le cœur de Lucie. À cette époque, elle était prête à tout résultat possible et elle avait rassemblé une somme ridicule pour pouvoir remarcher. Quand elle est enfin rentrée chez elle, la situation était difficile. Vivre dans un fauteuil roulant tout en s'occupant de Hugo. De plus, en conséquence directe de cette situation, la recherche d'une guérison apparemment impossible a commencé. Le poids de tout cela pesait sur elle, montrant la résistance et la lutte qui seraient cruciales pour son avenir. La vie de Lucie semblait s'être effondrée après cette épreuve, la laissant sans espoir.
Avant ce jour infernal, elle gagnait sa vie comme serveuse dans un café au bord de la route. Ayant grandi sans parents, elle se débrouillait avec quelques pièces ou une aide de temps en temps quand elle était plus jeune, vivant au seuil du nécessaire. Mais maintenant, face à l'urgence de subir une opération qui allait vider ses poches, elle se sentait plus perdue qu'une aiguille dans une botte de foin. Plongée dans des défis sans amis proches ni famille, l'avalanche d'obstacles semblait insurmontable. Jour après jour, Lucie passait des heures dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre. Elle observait l'agitation des gens dans leur routine quotidienne, indifférent à la souffrance physique et mentale qui l'entourait. Hugo, son petit enfant, percevait l'angoisse de sa mère. Pour lui, il n'y avait personne d'autre de plus important dans l'univers. C'est cette dévotion et le désir de changer leur vie qui ont poussé le garçon à agir. Porté par un amour inébranlable, Hugo a décidé de faire l'impossible pour secourir sa mère. Même s'il était difficile de définir exactement ce qui l'incitait à faire un pas aussi audacieux, il était évident que c'était le cœur qui guidait ses actions. Le seul souhait du fils était de voir le bien-être de sa mère. Ainsi, Hugo, porté par le courage et la détermination, commença à rechercher tout ce qui était à sa disposition. Il essaya de gagner de l'argent dans les rues au début, mais réalisa rapidement que mendier n'était pas facile, surtout à son âge. Certaines personnes n'étaient pas disposées à donner de l'argent à un enfant tenant une pancarte, et tous ceux qui passaient ne pouvaient pas l'aider. Hugo avait une pancarte avec le message « Guidez les bonnes personnes autant que vous le pouvez », mais elle comportait des majuscules et quelques fautes d'orthographe dues à son insouciance innocente. La pancarte ne mentionnait jamais directement le montant d'argent nécessaire pour l'opération de sa mère. Peut-être parce qu'il était timide ou qu'il avait du mal à parler de sa situation désespérée. Hugo, dans sa pureté d'enfant de 6 ans, affrontait le monde avec détermination. Les passants, en le voyant seul, le considéraient comme un autre enfant demandant de l'argent. Certains lui donnaient une poignée de pièces, d'autres offraient des bonbons, tandis que d'autres lançaient des mots de mépris, se plaignant de l'augmentation des enfants demandants dans la rue. Le garçon, avec ses yeux pleins de détermination, poursuivait sa mission, ignorant les regards désapprobateurs. L'environnement reflétait la diversité des réactions des gens, de la générosité aux préjugés envers la situation difficile d'Hugo. À chaque fois, Hugo ignorait les paroles rudes et économisait chaque centime qu'il pouvait, rêvant d'accumuler suffisamment d'argent pour l'opération de sa mère. Lucie, méfiante des actions de son fils, le réprimandait à plusieurs reprises. Elle savait que ses reproches n'étaient pas très utiles, car elle était impuissante. Surveiller constamment et contrôler les actions du garçon, qui se sentait désormais responsable de la maison, était compliqué. Lucie était angoissée par l'opinion des voisins et des connaissances, qui pouvaient la juger comme une mère incapable de mettre de l'ordre chez son fils. Elle insistait pour que Hugo arrête de mendier, mais cela semblait être la seule façon d'aider sa mère à se relever, et le garçon ne renoncerait pas. Les jours se succédaient avec un mélange d'espoir de l'aide du fils et la préoccupation constante de Lucie quant à ce que les gens pensaient de leur situation. L'atmosphère reflétait cette tension, avec la mère essayant de rester droite face aux défis et le garçon déterminé à faire ce qu'il fallait pour aider. Sébastien était allongé sur le lit et rêvait de bonnes choses. Il pensait qu'il pourrait accumuler de l'argent rapidement si chaque individu du pays, voire de cette ville, donnait ne serait-ce qu'un centime. Malgré le défi qu'il avait choisi de relever, sa foi persistait. Un jour, Hugo vit un vieux gardien alors qu'il était devant un magasin avec sa pancarte improvisée. Assis à une certaine distance, l'homme distribuait des miettes de pain frais et quelques os aux animaux errants. Autour de cet homme, de nombreux animaux, y compris des chiens, des chats et même des pigeons, se rassemblèrent pour recevoir leur récompense. La scène contrastait avec la dure vie d'Hugo. C'était une scène de générosité. Hugo observait avec émerveillement l'homme qui, avec patience et amour, s'occupait des animaux errants. Le gardien distribuait des câlins et de la nourriture à tous, les chiens et les chats répondaient par des ronronnements et les pigeons l'entouraient, avides d'attention et de nourriture. « Ne vous inquiétez pas, il y en a assez pour tout le monde », dit gentiment l'homme, tandis que les animaux l'entouraient. Hugo, toujours ayant une affection particulière pour les animaux, oublia momentanément sa mission à l'entrée du magasin. Avoir un animal de compagnie à la maison, dans la situation où lui et sa mère se trouvaient, était un luxe impensable. Sans s'en rendre compte, le garçon s'approcha du groupe, captivé par la scène d'affection et de simplicité. L'atmosphère se remplit d'une aura chaleureuse, contrastant avec la dure réalité que Hugo affrontait chaque jour. Le gardien plus expérimenté, remarquant l'intérêt de Hugo, fit un geste invitant pour qu'il se joigne. « Puis-je vraiment ? Et si l'un d'eux me mord ?» demanda Hugo, agissant avec prudence. L'homme sourit, rassurant le garçon. « Ils ne mordront pas, gamin, ils sont presque dociles. De plus, ils savent reconnaître la bonté humaine de loin et ne feraient jamais de mal à quelqu'un qui s'approche avec de bonnes intentions. » Tout en parlant, le gardien étreignait affectueusement un chien plus âgé.
La scène transmettait une sensation de calme et d'harmonie, offrant à Hugo une pause dans ses préoccupations. Celui-ci est le vétéran du groupe, mais il a un cœur énorme. Son ancien propriétaire est parti il y a environ 2 ans. Pendant presque un an entier, le pauvre restait devant la maison chaque nuit, mangeait à peine, c'était critique. Et il est venu vers moi au dernier moment, alors j'ai réussi à l'aider à se remettre sur pied, ajouta-t-il. Hugo était fasciné par l'éclat du pelage du chien et ses yeux perspicaces. Si les animaux pouvaient parler, je parie que celui-ci souhaiterait une bonne journée à tout le monde. Surmontant son inhibition, Hugo a donné un coup de main au gardien dans la distribution des friandises. Il aimait particulièrement nourrir les pigeons, qui se posaient doucement sur sa main pour picorer les miettes. À ce moment-là, il était captivant de voir comment les animaux établissaient une sorte d'accord tacite. Lorsque le sac de nourriture du gardien fut vide, la étrange harmonie entre les chiens, les chats et les pigeons prit fin. Les chats ont commencé à ignorer les pigeons parce que les chiens grognaient contre eux. Hugo pensa que cela semblait sorti d'un conte de fées, où chaque animal était en réalité un humain transformé par une sorcière. Le moment magique disparut rapidement, avec le dernier grain de nourriture que le gardien mit dans le sac. Les chiens émettaient des grognements menaçants envers les chats, tandis que ces derniers fixaient les pigeons comme s'ils s'apprêtaient à chasser. Avec un soupir, le gardien regretta le manque de nourriture, essuyant une larme solitaire. S'adressant à Hugo, il demanda avec curiosité, « Qui es-tu, gamin ? Viens-tu de l'orphelinat ou es-tu un esprit libre sans domicile ?» La réponse de Hugo vint rapidement, « Non, je ne suis pas de l'orphelinat. J'habite dans les environs. Nous n'avons pas d'argent pour payer l'opération de ma mère car elle a des problèmes de santé. Alors, j'ai pensé demander de l'aide au gardien pour récolter de l'argent de cette manière. » Le gardien, nommé Paul, parut visiblement abattu. Une maladie est quelque chose de très sérieux, mais je pense que rassembler la somme nécessaire dans les rues est une tâche ardue. Je suis prêt à collaborer, bien que je ne sois pas sûr que cela fera une grande différence. Quoi qu'il en soit, j'habite à proximité, dans le grenier d'un immeuble juste là-bas. J'ai une sorte de salle de loisirs là-haut et quelques outils que je n'utilise plus. Si tu choisis de les vendre, tu pourrais peut-être récolter un peu d'argent. Ma gratitude, monsieur. Je m'appelle Hugo. Le garçon exprima une sagesse dépassant son âge lorsqu'il dit « que je suis ravi de vous rencontrer ». Le discret sourire du gardien, Paul, se cachait dans les fils de sa barbe blanche. Tout d'abord, Hugo, préparons cette affiche à toi. De plus, il serait utile d'expliquer précisément pourquoi tu as besoin de soutien. Veux-tu aider avec une nouvelle affiche ? Écris ce que tu veux et je m'en occuperai. C'est beau ? Demanda-t-il avec un regard amical vers Paul. Bien sûr, Paul. Tu n'imagines pas à quel point cela va m'aider. Cela me rend très heureux. Hugo, avec émotion sur son visage, demanda « Puis-je t'appeler grand-père » Paul acquiesça de la tête et sourit encore. Ensuite, le garçon posa une question délicate avec quelque hésitation. « Tu te trouves dans une situation de logement similaire à celle des sans-abri, n'est-ce pas ? Je veux dire, en considérant le fait que tu vis dans le grenier et tout ça, c'est l'impression que j'ai. » Paul exprima un nouveau sourire, admirant la perspicacité du jeune homme. « Non, Hugo, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans une situation extrêmement précaire ou sans abri. C'est ma situation actuelle. Mon fils est décédé il y a quelques années, et ensuite ma femme s'est lassée de ma présence, ce qui m'a poussé à quitter l'appartement que nous partagions. J'ai choisi de travailler comme gardien dans un immeuble en échange d'un endroit habitable car je n'étais pas prêt à affronter la vie dans la rue. L'espace dans le grenier semblait être une option suggérée et j'ai accepté. » Sébastien découvrit qu'il avait presque manqué de respect à un homme aussi courtois que Paul de manière involontaire. En même temps, le bienveillant monsieur écrivit un nouveau message pour la pancarte d'Hugo sur une feuille blanche. En découvrant les mots, Hugo ne put cacher sa joie. Paul avait rédigé de manière si claire que quiconque le croiserait comprendrait exactement pourquoi le fils demandait de l'argent. Reste attentif, d'accord ? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir me voir. Je suis toujours disponible. Aujourd'hui marque le jour de ma retraite, alors j'ai gâté mes animaux et je ne me suis pas trop excédé, mais de toute façon, je vais partager un peu avec toi. Ensuite, nous pouvons essayer de vendre les outils pour obtenir plus de ressources, suggéra Paul en tendant la main vers le garçon. Avec un geste généreux, Paul glissa un billet considérable dans la poche de Hugo. Merci beaucoup, grand-père. Si tout le monde était comme vous, peut-être n'y aurait-il pas autant de problèmes dans le monde, observa Hugo, clairement ému. Après une brève conversation avec le bienfaiteur, le fils courut rapidement chez lui, désireux de ne pas causer plus d'inquiétude à sa mère. La foi de Hugo en la capacité du bien et en la possibilité de miracles fut ravivée par sa rencontre avec Paul, semblable aux dessins animés qu'il admirait.
Hugo envisageait déjà de créer une nouvelle affiche avec le message réécrit par Paul, déterminé à rassembler tout l'argent nécessaire pour l'opération de sa mère le plus rapidement possible. Marchant près de l'arrêt de bus, Hugo se trouva face à un mur rempli de diverses annonces, un véritable mosaïque d'informations urbaines. Une idée brillante le frappa comme un éclair. Pourquoi ne pas créer des annonces similaires avec le texte perspicace de Paul et les répandre dans la ville, au lieu de se limiter à une simple pancarte? Un sourire illumina son visage en imaginant l'impact que cette initiative pourrait avoir. Bien que cela puisse sembler une idée innocente pour Hugo, elle portait en elle une perspective prometteuse. En rentrant chez lui, il partagea avec sa mère tous les détails de sa rencontre avec l'expérimenté Paul. Lucie écouta attentivement le récit de son fils, s'efforçant de contenir les émotions qui surgissaient, son visage exprimant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Émue par la dévotion et la gentillesse évidente de son petit Hugo, Lucie, immergée dans les défis quotidiens, se perdait souvent dans les souvenirs du passé. Dans l'ombre d'un coin de la pièce, une photo usée de Mathias, son premier et unique amour, reposait sous une fine couche de poussière. Leurs chemins se sont croisés de manière fortuite, tout comme ils se sont éloignés. Maintenant, Lucie réfléchissait à la façon dont la jeunesse et les choix impulsifs avaient façonné le cours de sa vie. Les jours remplis de rencontres passionnées, de promenades sous la lueur de la lune et de serments d'amour semblaient être un conte de fées, une narration qu'elle imaginait éternelle. Cette histoire d'amour maintenant estompée, entrelacée de nostalgie, persistait comme une ombre présente sur son visage, où les rides racontaient l'histoire de ses expériences. La conclusion de l'amour juvénile de Lucie et Mathias n'a pas été des plus heureuses. L'arrivée d'Elisa, une concurrente expérimentée dans l'art de la séduction, a détourné Mathias du chemin de Lucie. Cependant, la relation intense entre Lucie et Mathias a laissé des traces au-delà des souvenirs, car elle a résulté en une grossesse inattendue, révélée seulement 2 mois après la séparation. Ce tournant du destin a apporté un mélange de sentiments à Lucie, qui se trouvait confrontée non seulement à la douleur de la rupture, mais aussi à la découverte d'une nouvelle vie grandissant en elle. La rivalité amoureuse et les circonstances inattendues ont façonné l'expression de Lucie, dont le visage, marqué par des rides d'expérience, reflétait maintenant une histoire de vie complexe. Lucie a été jugée à ce moment-là, accusée d'agir sans responsabilité et de ne pas prendre les précautions nécessaires. Cependant, il est difficile de prévoir toutes les adversités qui accompagnent la maternité, surtout pour une jeune orpheline. Animée d'un mélange de colère et de mépris envers Mathias, Lucie a choisi de le retirer de sa vie, faisant face aux défis inhérents à la condition de mère célibataire. Cependant, les complexités du véritable amour suivent leurs propres règles et ne se dissipent pas facilement. Le visage de Lucie, autrefois innocent et plein d'espoir, portait désormais les marques des choix difficiles qu'elle avait dû faire. Ses yeux, autrefois pleins d'éclat, reflétaient un mélange de détermination et de nostalgie. La pièce, qui avait autrefois été le témoin de moments de bonheur, semblait maintenant enveloppée d'une aura de défis et de surmontement. La trajectoire de Lucie, marquée par des hauts et des bas, était visible non seulement sur son visage, mais aussi dans l'atmosphère qui entourait son histoire. Au fil des années, Lucie a découvert par hasard que Mathias était parti, alors que Hugo n'avait que 4 printemps. Tout ce qu'il faisait, c'était travailler dur dans un camp pour subvenir aux besoins de sa femme irritable, Elisa. L'excès de travail et le manque de rêve ont conduit Mathias à s'endormir au volant, entraînant un accident tragique et fatal. Le visage de Lucie, qui avait déjà été marqué par des difficultés, portait maintenant le poids de la perte de son ancien amour, Mathias. La nouvelle de sa mort l'a frappé comme un coup, l'empêchant de se préparer pour les funérailles. Elle n'avait jamais rencontré les parents de Mathias personnellement et, surtout, hésitait à accepter l'idée d'une perte aussi définitive, même avec le passage des années. Postérieurement, Lucie se sentirait coupable de ne pas avoir assisté aux funérailles du père de son fils. Elle y réfléchit beaucoup et finit par se rendre à la tombe de Mathias. Mais tellement de temps s'était écoulé qu'il était trop tard pour un adieu sincère. De retour dans le monde réel, elle conservait une photo de Mathias comme un rappel de leurs jours les plus heureux, la gardant près de son cœur lorsqu'elle essayait de surmonter la tristesse et l'anxiété. Lors d'une nuit tranquille, Lucie organisa une scène simple pour son fils Hugo et se retira dans sa pièce avec la photographie de son défunt mari. Hugo, ne reconnaissant pas l'homme sur l'image, choisit de ne pas poser de questions, se concentrant sur sa propre mission. Avec détermination, Hugo commença à créer les annonces manuscrites. Dans l'atmosphère sereine de la pièce, la lumière douce mettait en évidence les expressions de Lucie alors qu'elle revisitait des souvenirs. Ses yeux, autrefois étincelants, reflétaient maintenant une mélancolie profonde. La photographie de Mathias, mettant en avant ses traits juvéniles, demeurait comme une fenêtre sur le passé. D'un autre côté, Hugo plongeait dans les lettres et les mots, révélant une expression de concentration et de détermination. Son visage enfantin, parfois éclairé par la luminosité de la lampe, trahissait un mélange de curiosité et d'engagement.
Pendant que la scène se déroulait, la pièce était le témoin non seulement de la création des annonces, mais aussi des sentiments entrelacés de mère et de fille, chacun immergé dans son propre univers émotionnel. Malgré son jeune âge et son absence d'éducation formelle, Hugo s'efforçait beaucoup pour écrire ce que le conseiller Paul avait laissé. Le garçon se fatigua en faisant une dizaine d'annonces, mais décida de continuer le lendemain. Son objectif était de placer des annonces sur les portes des maisons semblant appartenir à des personnes plus habituées. Hugo démontrait une maturité remarquable, malgré ses 6 ans seulement, reflétée dans sa compréhension de la situation de sa mère et dans l'importance de ce qu'il faisait pour elle. Il accomplissait les petites tâches qui lui étaient confiées, mais Lucie s'inquiétait toujours quand il partait, consciente que Hugo cherchait en réalité à obtenir de l'argent pour sa chirurgie. Elle ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude en reconnaissant les efforts inlassables de son fils. Lucie faisait face à ses propres défis internes tout en cherchant de l'aide dans les souvenirs de l'amour perdu et dans la force trouvée dans le soutien de son fils, tout en s'adaptant à la vie en fauteuil roulant. Hugo se réveilla tôt ce matin-là et était plein de détermination. Il fit une demande spécifique à sa mère. « Je dois obtenir quelques autocollants pour coller mes tracts dans la ville, maman, dit-il, essayant de garder son plan secret. Au début, Lucie pensa acheter le matériel nécessaire, mais elle se rappela ensuite qu'elle avait quelques restes d'adhésifs de papier peint qui pourraient faire l'affaire. Hugo, muni des annonces qu'il avait préparées et de l'adhésif que sa mère avait fourni, partit pour sa mission. Avec son jeune âge et son manque d'expérience, il fit malheureusement une erreur cruciale sans s'en rendre compte. Il laissa échapper les informations de contact dans les annonces. Toute la dévotion pourrait être compromise si les gens considéraient cela comme un simple jeu. À ce moment-là, l'expression d'Hugo trahissait un mélange de frustration et d'inquiétude. Ses sourcils froncés et ses yeux fixés sur les tracts révélaient la tension face à l'erreur commise. Du côté de Lucie, son expression oscillait entre compréhension et appréhension, réalisant que ce détail pouvait compromettre les efforts de son fils. Le décor autour, éclairé par la douce lumière de la pièce, reflétait l'atmosphère tendue de cet instant. Le plafond, observateur silencieux, semblait être le témoin du revirement dans la mission d'Hugo. Cependant, Hugo, avec la foi et l'innocence typique de ses 6 ans, continua à distribuer les annonces, indifférent à ce contretemps. En s'approchant de la porte d'un garage luxueux, le propriétaire de la demeure apparut. « Eh, que fais-tu, gamin ? Sors d'ici tout de suite. Je vous connais, les jeunes de la rue, toujours en train d'essayer de prendre quelque chose. » s'écria l'homme. Hugo, les larmes aux yeux, tenta de s'expliquer. « Oncle, je cherche juste de l'aide parce que ma mère est malade. » Néanmoins, il ne fut pas facile de changer la perspective de l'homme fortuné, qui avait déjà une impression négative du garçon. À ce moment-là, l'expression d'Hugo reflétait un mélange de tristesse et de détermination, tandis que l'homme riche, avec sa posture rigide, restait sceptique face à l'histoire du garçon. Le décor luxueux de la demeure, avec ses murs élevés et ses portails élégants, contrastait avec la situation difficile d'Hugo, créant un contraste saisissant. Hugo, découragé mais résistant, ignora les protestations de l'homme irrité et continua d'avancer. Il voyagea à travers plusieurs zones dans le but de mener à bien sa mission, mais il ne savait pas que la plupart de ses tracts avaient déjà été distribués et étaient en train de s'épuiser. Hugo resta complètement ahuri lorsqu'il s'approcha d'une autre imposante maison à 2 étages. Son attention fut immédiatement attirée par une femme dans le jardin. Hugo semblait avoir sa propre mère, Lucie, devant lui. Elle se déplaçait sans assistance, le surprenant. L'image offrait une lueur d'espoir au milieu des obstacles, contrastant clairement avec la situation difficile à laquelle il était confronté. Quelque chose que sa mère ne pouvait pas faire parce qu'elle était limitée à un fauteuil roulant. Hugo attira l'attention des voisins et demanda incrédule « Comment es-tu arrivé jusqu'ici, maman ?» Clairement surprise par l'approche d'Hugo, la femme secoua la tête en réponse. « Non, mon fils, tu dois te tromper » affirma-t-elle, la voix tremblante. L'émotion et la ressemblance frappante de la femme avec sa mère poussèrent Hugo à courir vers elle à bras ouverts, refusant d'admettre que ce n'était pas Lucie. La femme, très similaire à la mère d'Hugo en voix, visage et couleur de cheveux, tenta de s'éloigner. Mais Hugo était convaincu que sa mère allait bien enfin. En même temps, un homme d'environ 30 ans sortit de la maison, regardant Hugo avec méfiance et irritation. « Maya, qui est ce garçon ?» demanda-t-il d'un ton arrogant. « Gâtes-tu des enfants qui traînent par ici ?» La dame était perplexe et légèrement inquiète face à la situation. En tenant les bras d'Hugo, elle chercha à clarifier le malentendu. « Mon fils, quelle est ton intention ?»« Je le répète, c'est une erreur, je ne te connais pas, dit-elle. » Hugo persista, convaincu que la femme devant lui était sa mère appelée Lucie. En réponse, Maya maintint son calme et expliqua qu'en réalité, mon nom est Maya. « Nao Pudo sert ta mère, c'est aussi simple que ça, tu comprends ?»
Cet échange de paroles laissa Hugo perplexe et désorienté, réalisant peu à peu qu'il avait commis une erreur. La ressemblance entre Maya et sa mère était frappante, mais c'était simplement une coïncidence. Déçu, Hugo se retira, s'efforçant de comprendre ce qui s'était passé. Plongé dans ce tourbillon d'émotions, Hugo en vint à la conclusion qu'il avait commis une erreur, car sa mère ne pouvait vraiment pas se tenir debout. Bien qu'il apprécie les contes fantastiques, il était conscient que les miracles, comme celui qu'il avait imaginé en rencontrant Maya, étaient hautement improbables dans la vie réelle. Sa mère restait à la maison, en fauteuil roulant, et il devait poursuivre sa mission pour récolter des fonds pour sa chirurgie. Pendant ce temps, Maya, en voyant Hugo s'éloigner avec une expression compréhensive, l'invita à entrer. « Je suppose que tu as faim, n'est-ce pas? Je viens de préparer une tarte aux cerises et un gâteau au chocolat. Que dirais-tu de rentrer ?» te proposa-t-elle. Malgré sa perturbation persistante face à la ressemblance entre Maya et sa mère, Hugo accepta volontiers l'invitation, surtout parce qu'il n'avait pas encore eu un bon repas. Lorsque Maya interrogea Hugo sur les annonces, il expliqua que c'est une demande d'aide. « Ma mère est malade et a besoin d'une opération. » Tenant les annonces, Hugo partagea sa quête pour récupérer de l'argent. Étienne, l'homme qui était apparu auparavant, exprima son scepticisme de manière arrogante, insinuant que Hugo inventait des histoires. À ce stade, Maya intervint, réprimandant Étienne pour son manque de compréhension. Avec ses yeux exprimant le doute au début, Hugo fut satisfait d'accepter l'invitation de Maya pour un repas. La maison, enveloppée dans un délicieux parfum d'épices, l'attirait irrésistiblement vers la nourriture. Tout en savourant la tarte aux cerises et le gâteau au chocolat, Maya, observant Hugo, put discerner sur son visage les nuances de surprise et d'appréciation pour la cuisine. Étienne, quant à lui, resta avec son expression arrogante, conservant un visage sceptique face à la situation. Maya disposa une table pour Hugo, avec une part de tarte, un morceau de gâteau et une tasse de thé au citron. Reconnaissant, Hugo commença à savourer le repas, tandis que Maya le regardait avec un sourire. À ce moment-là, Maya, pensant, plongea dans ses propres désirs de maternité. Après de nombreuses tentatives infructueuses de concevoir un enfant, cette situation était devenue une grande tristesse dans sa vie. En prenant l'un des tracts du jeune homme, elle lut le texte avec attention. Les mots résonnèrent dans son cœur, faisant couler des larmes de ses yeux. Son visage, auparavant serein, reflétait maintenant un mélange d'émotions, soulignant la profondeur de l'impact de l'histoire d'Hugo. La situation d'Hugo et de sa mère résonnait intensément dans sa poitrine, évoquant une vague d'empathie et de compassion. Maya, en observant les gribouillis maladroits d'Hugo, éprouvait une combinaison de pitié et de compréhension. Elle se demandait intérieurement, de pauvre garçon, pourquoi doit-il endurer tout cela? Il devrait se préparer pour l'école, pas distribuer des annonces pour aider sa mère, réfléchissait-elle. Les paroles d'Hugo sur la ressemblance entre Maya et sa mère continuaient à résonner dans son esprit, mais elle essayait de se persuader que tout cela n'était qu'une coïncidence. Après avoir terminé son repas, Hugo exprima sa gratitude envers Maya, qui répondit avec un sourire et enveloppa sa tête dans une étreinte. Une sympathie inexplicable pour ce garçon, confronté à un destin aussi difficile, était présente en Maya. Grandissant au sein d'une famille aisée, Maya restait inconsciente des difficultés financières auxquelles faisaient face Hugo et sa mère. Actuellement, en tant qu'économiste accomplie, elle gérait les affaires de l'entreprise familiale et comprenait que le vieillissement et les responsabilités qui y étaient associées étaient inévitables. Cependant, sa vie amoureuse ne reflétait pas le bonheur. Maya avait connu un échec dans son premier mariage, et son compagnon actuel, Étienne, bien qu'il soit un héritier riche et responsable des affaires familiales, présentait parfois des attitudes désagréables. Depuis longtemps, Maya nourrissait le désir d'adopter un enfant, mais elle se heurtait toujours à des obstacles inattendus. Déterminée à aider, elle avait fourni des provisions pour que Hugo emporte chez lui. Lorsqu'Hugo exprima sa gratitude après le repas, Maya répondit avec un sourire chaleureux, caressant doucement ses cheveux. La palette d'émotions dans ses yeux révélait de la compassion pour la situation difficile que le jeune homme traversait. Étienne, quant à lui, conserva une expression grave, ne montrant pas beaucoup de sympathie envers la situation. L'ambiance où il se trouvait, avec le parfum envoûtant des épices venant de la cuisine, créait une atmosphère chaleureuse et accueillante. Maya, avec sa détermination, affichait un regard plein d'espoir pour l'avenir, tandis que Hugo, même reconnaissant, portait toujours le poids visible des difficultés sur ses épaules. Même face au désaccord d'Étienne, Maya restait ferme dans sa résolution. Au fond d'elle-même, elle éprouvait une intuition maternelle, une chaleur que seule une mère aimante pourrait comprendre pleinement. Installant Hugo sur le siège arrière de sa voiture, Maya suivit la direction qu'il lui indiqua. « Tu vas vraiment examiner ma mère, n'est-ce pas ?» Hugo demanda à Maya de l'observer, espérant qu'elle pourrait aider. La visite de Maya à l'appartement de Hugo et Lucie aboutit à une surprise inattendue.
Initialement pleine d'attente en rencontrant la mère d'Hugo, Maya fut instantanément surprise en entrant dans l'appartement. Elle se retrouva face à une femme qui était pratiquement son miroir, à l'exception de la présence d'un fauteuil roulant, la laissant totalement incrédule. « Mon Dieu, nous ressemblons à des jumelles !» Maya était surprise et ne pouvait pas y croire. En voyant sa copie parfaite, Lucie était également choquée. Ils avaient tous deux des marques de naissance identiques sur le bras, et la ressemblance était si frappante qu'il n'y avait aucune différence entre eux. Hugo observait attentivement les deux femmes. Après le premier choc, elles se dirigèrent vers la cuisine pour partager une tasse de thé chaud et raconter leurs histoires de vie. Lucie rompit le silence et révéla « que j'ai grandi dans un orphelinat et n'ai jamais connu mes parents ». Maya, quant à elle, déclara qu'elle avait grandi dans une famille aisée et avait toujours évité les orphelinats. En y réfléchissant, je suis presque certaine que, de toute façon, nous sommes sœurs. Dans l'atmosphère chaleureuse de la cuisine, les expressions des deux femmes reflétaient un mélange de surprise, de curiosité et, peu à peu, une connexion grandissante. La vapeur du thé flottait dans l'air pendant qu'elle explore les similitudes dans leur vie, construisant un pont entre leurs mondes distincts. Maya pensait que cela ne pouvait pas être différent, car nous sommes presque identiques. Lucie et Maya semblaient être ensemble dans un miroir. Maya était prête à résoudre son problème de santé et à payer la chirurgie nécessaire dès qu'elle découvrit que Lucie n'avait pas beaucoup d'argent. Outre la préoccupation pour la situation immédiate, elles étaient curieuses de l'idée qu'elles pourraient être des jumelles, séparées par des circonstances inconnues. Maya, avec un sourire chaleureux, communiqua à Lucie et Hugo qu'elle prévoyait de les revoir dans quelques jours. « J'ai besoin de parler à mes parents. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose d'important à partager, déclara-t-elle, et en s'adressant à Hugo, elle ajouta « Quelle que soit la situation, je serai là de toute façon, car la tante Maya prépare un délicieux gâteau au chocolat pour toi. » Hugo exprima son enthousiasme en affirmant « Ma mère attend aussi ce jour avec impatience, n'est-ce pas, maman ?» s'exclama-t-il, plein d'émotion. « Certainement, mon fils, j'ai hâte, répondit Lucie, les yeux remplis de larmes de bonheur. À ce moment-là, leur vie n'avait pas de place pour la tristesse. Dans un état de bonheur extrême, Hugo était impatient de partager les nouvelles avec quelqu'un. Il choisit de le dire d'abord à Paul, son confident et unique ami. « Regarde, mon ami. Tout s'est passé comme prévu, et tu t'inquiétais pour rien, commenta Paul, souriant. « Merci, grand-père Paul, exprima Hugo. Tu m'as montré que nous pouvons transformer nos vies grâce à la rédaction d'annonces. Ta sagesse est remarquable. » Le jeune homme continua. « Élaborons une affiche sur ma situation et je me charge de distribuer les annonces dans la ville. Ainsi, nous pourrons également trouver une famille pour toi. » Paul, avec des sentiments profonds, manifesta sa gratitude envers Hugo, mais exprima du scepticisme quant à la capacité d'une annonce à changer sa réalité. Il partagea sa solitude, révélant que, bien qu'il vive modestement, il ne se plaint pas de son mode de vie. Depuis la perte de son fils, la seule expérience proche d'avoir une famille était quand Hugo l'avait appelé grand-père, bien qu'il n'ait pas de lien de parenté. Paul tenta de dissimuler sa tristesse tout en partageant ses sentiments. À certaines occasions, c'est ce qui continue de me pousser à avancer. Hugo, touché par la solitude que Paul affrontait, chercha à l'encourager. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, regardez celle qui apparaît à l'écran, vous serez surpris.